Je dirais que l'architecture industrielle, ce qui me fascine, c'est qu'elles se sont souvent bâties autour des machines, de machines qui sont devenues obsolètes, qui parfois font l'objet d'un intérêt extraordinaire de la part du public et sont même à l'origine d'une sauvegarde d'un bâtiment qui sinon aurait été détruit. Et généralement, ces machines sont devenues absentes, elles ne sont plus là. Mais les bâtiments qui les ont contenues ont une capacité assez extraordinaire à accueillir de nouveaux usages et c'est une charnière, je dirais, entre l'ingénierie telle que la pratiquaient les ingénieurs militaires auxquels je me suis beaucoup intéressé et l'architecture moderne, voire contemporaine, car dans l'architecture industrielle vont se développer toutes sortes de procédés d'innovation, évidemment l'emploi du béton armé, mais avant l'emploi de la charpente métallique, comme celle qui se trouve ici, magnifiée à travers la construction du Crystal Palace. Et évidemment, ce sont toujours des savoir-faire qui sont féconds pour l'architecte, qui sont parfois d'ailleurs très difficiles à préserver, les mises en œuvre, les matériaux, parce que les réglementations, les normes ont évolué, mais il n'en est pas moins vrai que c'est l'enjeu majeur, c'est de conserver cette spatialité à des architectures qui sont basées sur des procédés constructifs généralement nouveaux et qui ont souvent évolué extrêmement vite et qui donc se sont succédés les uns aux autres. Et on est passé comme ça du gros béton au béton armé, au béton précontraint et jusqu'à des techniques de béton préfabriqué. Donc dans ce seul domaine, on voit bien comment la technicité a évolué et fait que bien souvent ces bâtiments industriels, ils présentent une séquence très précise d'un moment de la construction et sur lequel il est toujours difficile mais passionnant d'intervenir. Bien, je crois que c'est une place importante, tout simplement parce que cette architecture industrielle, elle a accueilli des gens, beaucoup de gens, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui y ont travaillé, qui y ont souvent connu des conditions difficiles, mais qui sont très attachés généralement à ce lieu où ils ont travaillé des années, des décennies parfois. Et donc, cette architecture industrielle, elle est constitutive d'une forme de mémoire à la fois sociale, à la fois urbaine, à la fois évidemment architecturale. Et je crois que rien que pour cela, elle mérite qu'on essaye de la conserver, de la sauvegarder, de l'intégrer. Et je dirais que le phénomène de désindustrialisation auquel on assiste actuellement fait qu'on y est sans doute d'autant plus sensible. À une époque, on s'intéressait aux ruines qu'ont laissées les villes antiques comme Pompéi, mais les ruines ou les restes ou les silhouettes de l'architecture industrielle aujourd'hui dans nos villes sont autant de ruines potentielles et autant de lieux dont la sauvegarde est comme une obligation de survie à soi-même de la société. Je ne crois pas que c'est la place qui est réservée à l'enseignement des techniques qui explique la difficulté à sauvegarder les architectures industrielles. Je crois pour ma part que c'est l'univers de la construction tel qu'il est en France. C'est-à-dire on est dans un univers de construction qui a été lourdement industrialisé après la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'on a des très grandes entreprises du bâtiment, qu'on a des normes qui ont été conçues spécifiquement pour la reconstruction et donc pour la construction neuve, qu'on a une loi sur la maîtrise d'œuvre publique qui est aussi fondée sur l'idée de la construction neuve. On a donc tout un ensemble de règles, de lois, de normes qui sont faites avant toute chose pour la construction neuve et qui donc considèrent la réhabilitation, c'est le terme qu'elle donne, comme un appendice de l'art de bâtir. Or, force est de constater qu'aujourd'hui c'est rigoureusement l'inverse qui se produit, puisqu'en termes de volume, la part la plus importante va à la réhabilitation de constructions déjà existantes. Ça va sans doute pas cesser d'évoluer dans ce sens, puisque maintenant s'ajoutent des problématiques environnementales. Donc je dirais que c'est plutôt peut-être ce qui pourrait améliorer la situation, ce serait de réviser
la manière dont on a de concevoir l'intervention sur le patrimoine et le bâti existant, en faisant évoluer les règles, les normes, en faisant évoluer les procédures, car des procédures pour construire un bâtiment de 50 logements neufs ne conviennent pas forcément à la réhabilitation, par exemple, du Crystal Palace. Même si celui-ci a disparu aujourd'hui et que la question ne se pose plus, on serait confronté à cette question-là aujourd'hui. On serait évidemment face à une dimension technique très importante, très complexe, d'évaluation de l'état des structures, de leur capacité à reprendre des charges. Et tout cela est en fait cadré, normé, pour ne pas dire enfermé par des règles qui sont essentiellement définies pour la construction neuve et qui donc font que, a priori, sans un effort certain des architectes, mais pas uniquement, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, eh bien, il est plus facile de dire on ne peut pas le sauver que d'essayer de réutiliser ces bâtiments. Bien souvent, des projets échouent tout simplement parce que le programme qu'on veut installer dans un bâtiment, eh bien, le bâtiment ne peut pas l'encaisser, j'ai envie de dire, tout simplement parce que c'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop haut ou c'est trop de mètres carrés. Mais au-delà de ça, je crois que la pratique de tous ces restaurer, restituer, reconvertir, réutiliser montre qu'à chaque fois on est dans un travail de reprise d'un existant qui peut être extrêmement fécond pourvu qu'on joue le jeu à fond, c'est-à-dire pourvu que le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, et évidemment ensuite les entreprises, aient l'envie, je dirais même l'ambition, de s'emparer de cet existant pour lui redonner vie et le transformer sans l'effacer, en quelque sorte. C'est sans doute là un véritable enjeu. Dans les années 80, on a beaucoup parlé du façadisme. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins que ça n'existe plus, mais on sait combien la conservation des structures, du squelette des bâtiments, de leur être, j'ai envie de dire, est difficile, et combien c'est un enjeu majeur quand on s'attaque à la transformation d'un bâtiment industriel. Alors, moi j'ai toujours un exemple que je trouve très réussi, alors qui est outre-Manche, et puis qui est un exemple très connu, qui est la Tate moderne dans l'ancienne centrale électrique, réalisée par Jacques Herzog et Pierre Demeron, tout simplement parce que, s'agissant de grands architectes, ils ont eu malgré tout l'humilité de ne pas être dans le grand geste, de ne pas être dans la présence à tout prix, et ils se sont installés dans ce bâtiment en tirant parti de ses potentialités spatiales et en venant simplement inscrire la vie revenue par une sorte de couronnement lumineux sur le sommet du bâtiment d'une manière très légère. Donc voilà un exemple, je trouve, qui est particulièrement réussi et qui témoigne d'une capacité de certains architectes à interroger l'histoire, à s'en emparer pour porter plus loin leur projet et pour le rendre, j'ai envie de dire, indémodable sans doute, et puis pour permettre peut-être une étape 3 ou une étape 4 à la vie de cet édifice, car la vie continuera après nous, et sans doute les générations suivantes auront de nouveau besoin et envie de retransformer des lieux qui l'ont déjà été. Je pense que toutes les réalisations récentes sur la matière, sur l'atome, sur les bâtiments, sur certains bâtiments industriels qui sont de pures machines, qui sont des ouvrages d'art conçus comme des machines, ne remplissent peut-être pas tous les critères de l'architecture au sens où on l'entend habituellement, mais ils n'en sont pas moins à la fois des œuvres techniques extrêmement ambitieuses et performantes, et en même temps définissent des ouvrages et des espaces adaptés à leurs besoins, qui n'ont peut-être jamais existé avant. Je pense à l'accélérateur de particules, par exemple. C'est une forme de bâtiment, une forme de structure, une forme d'ouvrage inédite, et c'est évidemment quelque chose qui est d'une nature tout à fait exceptionnelle. Je vais être dans le lieu commun, mais je pense que Peter Zumthor est un architecte qui, pour avoir fait un parcours qui l'a emmené depuis l'intérêt pour la sauvegarde des monuments historiques jusqu'à une architecture extrêmement contemporaine, il explicite très clairement le fait que les architectes ne doivent pas être schizophrènes, il ne doit pas y avoir la partie ancienne et la partie nouvelle, ils doivent être cultivés, que la culture historique, la culture matérielle, c'est fondamental dans le développement d'un projet, et je pense qu'on a là quelqu'un qui évidemment a atteint une œuvre personnelle avec une poétique personnelle, mais qui ne l'aurait peut-être pas atteinte
s'il n'avait pas eu ce préalable, je dirais, d'abord de s'intéresser au travail du bois, puis ensuite de s'intéresser à la conservation des monuments historiques, et puis petit à petit d'intervenir sur des bâtiments historiques, et ensuite de commencer à construire des bâtiments neufs. Je crois que justement, il est la preuve que d'intervenir sur l'existant, de restaurer parfois très simplement, très modestement des ouvrages, c'est une excellente école pour se poser la question de la pérennité, pour se poser la question du vieillissement des bâtiments, et les ouvrages qu'il a pu réaliser témoignent tous d'une très belle qualité, d'une très belle pérennité. Et je crois que quand on s'intéresse aux cathédrales et qu'ensuite on construit des bâtiments, par nécessité, on a déjà eu l'occasion de tester toutes ces choses-là. Et je crois que pour moi, c'est quelqu'un qui a tracé ce chemin et qui est particulièrement, particulièrement éclairant, qui est particulièrement révélateur. Alors moi, c'est très simple. J'aime beaucoup les îles, mais pas les îles lointaines avec les cocotiers et les vaïnés, non, les îles. Belle-Île d'abord, parce que c'est là que j'ai commencé mon travail d'architecte, et que Belle-Île, à travers toute la transformation qu'y a opéré Vauban, qui est un de mes personnages fétiches, si je puis dire, eh bien, nous donne une magnifique leçon d'intervention sur l'architecture, mais aussi sur le paysage et sur le territoire. Et puis parce que ces îles, ce sont toujours des modèles réduits en quelque sorte. On est dans cette salle avec toutes ces maquettes. Une île, c'est un territoire en modèle réduit. Donc toutes les questions s'y posent avec acuité sur une portion de territoire très réduite. Alors les îles, celle-là d'abord, avant toutes, et puis ensuite peut-être des espaces qui sont peut-être aussi isolés du monde. Je pense évidemment au jardin du Palais Royal, dont je trouve que c'est un des lieux les plus beaux dans Paris. Et c'est une réussite architecturale absolument exceptionnelle de l'architecte Victor Louis, d'avoir été capable d'insérer dans un lotissement existant un deuxième lotissement. On parle beaucoup on donne beaucoup la métaphore des poupées russes dans les projets d'architecture. Aujourd'hui, au XVIIIe, on n'en parlait pas, mais on le faisait. Et donc, il y a ce lotissement qui s'inscrit dans un lotissement, homotypiquement réduit. Et puis, il y a la combinatoire entre des éléments de programme très variés. Un théâtre, du logement, un palais, aujourd'hui le Conseil d'État. Donc, on a là un exemple assez extraordinaire d'une combinatoire d'espaces privés, d'espaces publics, de jardins ouverts au public, avec des échelles différentes et en même temps une sorte de sérénité. Je crois que c'est un bel exemple pour les architectes d'aujourd'hui quand ils ont à réaliser des programmes multiples. Ça montre qu'il est possible d'intégrer des éléments de programme différents et de leur donner cette spatialité, cette qualité de lieu qui fait que, en tout cas pour ma part, j'aime à m'y promener et à y arrêter la course des aiguilles de la montre. Merci. Merci.